Bien, bonjour à tous et toutes. Une des dernières séances, peut-être la dernière pour cette année, en fonction de comment nous allons avancer dans cette séance, sur donc la construction d'une séance à partir d'albums, séquence à partir d'albums et séances. Donc nous avons vu lors du précédent cours quels étaient les enjeux de la compréhension et de la lecture surtout d'un album. L'enjeu numéro 1, c'est ce qui relèvera de l'interprétation d'un album. Un enjeu sera celui de la culture commune. Un enjeu sera celui du travail en réseau, c'est-à-dire le fait que les œuvres rebondissent les unes sur les autres, les œuvres s'appuient les unes sur les autres, les œuvres participent à des ensembles thématiques. Lorsque je vous ai fait un petit schéma de ce qui relevait de l'interprétation littéraire, un des axes est le fait que les œuvres s'écrivent à partir des œuvres antérieures, ce qu'on appelle l'intertextualité. Un des enjeux, c'est évidemment d'isoler les passages qui sont les passages clés à interpréter, en particulier tout ce qui est non dit, tout ce qui est induit, tout ce qui n'est pas écrit linéairement. Umberto Eco, dans son texte, dit que la littérature sort un petit peu, le texte sort un petit peu du champ littéraire lorsque nous tombons sur des textes qui sont trop didactiques. Et quand le texte n'est pas didactique, c'est-à-dire quand il n'est pas écrit en explicitant la totalité des intentions des personnages, des éléments du décor, des événements, il y a une part d'interprétation et c'est là qu'il faut cibler, observer ces éléments d'interprétation pour les déjouer, les dénouer vis-à-vis des éléments. Alors, vous aviez un album, je vous avais demandé de ramener cet album. C'est un album donc de Claude Goujon qui s'appelle L'apprenti loup. Certes un petit peu, mais il a un certain nombre d'intérêts, comme nous allons le voir. Vous avez le texte ici, vous avez les images ensuite. C'est un texte qui a été donné au concours à l'époque où le concours, il y a encore 5 ans, où le concours avait une partie à l'écrit pédagogique. Donc la partie pédagogique, vous aviez juste le texte qui était là, avec une question sur la mise en scène, la réalisation de séances à partir de ce texte. Et puis, j'ai rajouté les images que vous avez avec. Donc, il faut faire coïncider l'image 1 avec la page 1, l'image 7 avec la page 7, etc. Que nous dit le texte? Il nous dit que ce sont des doubles pages. Oui, double page, ben, un livre, il est fait de 2 pages que l'on peut observer en même temps. Alors, première page, il était une fois, je le lis, puis après on essaie de réfléchir ensemble. Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Il aimait voir voler les mouches et les papillons et s'entendait très bien avec les animaux des champs et des bois. Mais, on a donc une image suivante, donc on le voit qui est à côté de la mare et les animaux le regardent. Mais le jeune loup grandissait et ses compagnons commençaient à le regarder d'un drôle d'œil. Le soir, au bord de la mare, il y avait comme de l'inquiétude dans l'air. Comme on voit l'inquiétude, des gros yeux en coin des lapins, par exemple. Un soir, non, j'ai sauté une ligne. Même le mouton, qui était pourtant son meilleur ami, finit par lui dire d'un air gêné, nous ne pouvons plus nous amuser ensemble. Un soir, comme le loup s'approchait de la mare, tous ceux qui s'y trouvaient d'habitude se sauvèrent en lui criant, nous ne voulons plus boire ici, nous chercherons un autre endroit, rien que pour nous. C'est la 3e image. Le loup regarda dans la mare et se vit. Évidemment, il ne ressemblait ni à un lapin, ni à un mouton, ni à un écureuil. Avec la tête que j'ai, je leur fais peur sans le vouloir, ils me fuient. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, je vais leur faire peur exprès. On le voit avec son sourire carnassier.
de l'image. Alors il se mit à montrer ses crocs et à pousser un peu hurlement. Les petits lapins étaient épouvantés. Puis le loup à son tour connut une peur terrible. Il tomba dans un trou creusé par les chasseurs. C'était un piège. Les animaux de la forêt vinrent voir le prisonnier. Ils n'avaient plus peur de lui. Ne t'inquiète pas, lui dirent-ils, nous te tirerons de là. Les petits lapins réussirent à transporter une grosse branche et à la faire glisser dans le trou. Le loup s'en servit pour se hisser au dehors. Te voilà libre, lui dit un vieux lapin plein de sagesse. Il faut maintenant que tu commences ta vraie vie. Va rejoindre les tiens au lieu de jouer à nous faire peur. Le loup soupira tristement et s'éloigna dans la clairière. Il chercha longtemps, longtemps, jusqu'au jour où, et ou quoi, eh bien, il va tomber sur des créatures semblables. Là, à quelques mètres de lui, je me vois double, je me vois triple, je me vois quadruple, et il comprit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Un des loups s'approcha de lui. Oui, tu es un loup, toi aussi, viens partager notre vie. Depuis, il sait qu'il est un loup comme un autre. Il chasse avec ses compagnons, et croyez-moi, il est bien trop occupé pour, et là, je ne sais pas pourquoi le texte en a coupé un bout, pour regarder voler les mouches. Au début, il regarde voler les mouches. Donc voilà cet album. Et question qu'il faut que nous nous posions, c'est quelle thématique aborde cet album, quels enjeux peut-on trouver en termes d'apprentissage dans cet album? Ça, c'est la première question. Quels des enjeux en termes d'apprentissage? Ces enjeux d'apprentissage, ils peuvent éventuellement être linguistiques. Tout dépend de l'année dans laquelle on décidera d'étudier cet album. Et par exemple, si nous avions une domination du style direct, il dit, deux points, ouvrez les guillemets, répondit-il, il déclara par la suite, deux points, ouvrez les guillemets, etc. Bon, on peut dire, par exemple, que cet album peut servir à l'apprentissage de l'écriture du style direct. Bon, voilà, enjeu linguistique. L'enjeu linguistique, c'est donc un enjeu en termes de vocabulaire. Il y a peut-être là-dedans des animaux bizarres dont on ne sait pas écrire les noms, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont. Des rhinocéros, des gazelles, des gnous, Bon, en l'occurrence, c'est lapin et loup. On va dire que ce soient des créatures particulièrement mystérieuses. Mais oui, on pourrait imaginer qu'il y a un enjeu linguistique en termes de vocabulaire. Il pourrait y avoir un enjeu linguistique en termes de temps. En fonction de l'année où on étudie cela, on progresse en temps. L'imparfait CE1, essentiellement CE2, le passé simple, plutôt CM1, le futur, plutôt CE2. Bon, voilà, il y a une progression de l'acquisition des temps. Quels sont les temps qui, ici, nous permettraient de faire un travail linguistique un peu plus particulier? Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons des structures de phrases. Est-ce que nous avons une prolifération des adjectifs? Qu'est-ce que j'appelle une prolifération des adjectifs? Un texte qui est écrit pour qu'il soit justement particulièrement analysable en termes d'expansion du nom. On aura beaucoup d'adjectifs, donc ces adjectifs, ils seront là pour faire comprendre aux élèves que les adjectifs de taille sont plutôt avant, de couleur, ils sont plutôt après le nom. Le chat est noir, le loup est gris, mais par contre, le lapin, le petit lapin, le grand loup, la taille avant, la couleur après. Est-ce que nous avons donc des structures grammaticales ou syntaxiques particulières, ou est-ce que nous avons des formes, des types et des formes de phrases qui sont particulièrement analysables? Est-ce que nous pourrons travailler sur l'interrogation? Est-ce que nous pourrons travailler sur
l'injonction? Est-ce que nous pourrons travailler sur l'exclamation? Est-ce qu'il y a dans les formes ou dans les types de phrases? Types. Et donc, vous vous rappelez qu'il y a 3 types et il y a 5 formes. Mes groupes se croisent à un certain moment. 5 formes et 3 types. Les formes sont cumulables, les types sont excluants. Et soit interrogatifs, soit déclaratifs, soit injonctifs. Alors qu'on peut être impersonnel, alors qu'on peut être impersonnel négatif emphatique, impersonnel négatif emphatique passif, et de surcroît en plus exclamatif. Donc, sur quoi peut-on travailler linguistiquement? Est-ce qu'il y a un accès linguistique qui peut intervenir en termes d'apprentissage dans ce texte? Oui, non. Est-ce qu'il y a des thématiques? Des thématiques, autrement exprimées, des sens qui permettent d'être développés particulièrement. Est-ce que c'est une thématique sur la forêt? Auquel cas, on pourrait insérer cela avec des textes complémentaires ou des séances complémentaires en sciences de la vie et de la terre, en connaissance du monde. Quel est le thème qui est abordé ici? C'est le même principe que la dissertation. La dissertation, vous avez un texte qui raconte une histoire. Le personnage prend un bateau et le bateau coule. Bon, très bien. Ça, c'est ce que ça raconte. Mais au-delà de ces événements, quel est le sens qu'on peut en déduire de cette situation-là? Ben, on peut en déduire que tout homme plongé dans l'eau froide a tendance à se noyer. Voilà, c'est une information. L'événement, le personnage, il fait ceci et il dit cela. Mais quelle information on en tire de cet événement? Ça, c'est le principe de la dissertation. C'est la différence entre le sens et puis ce que l'on voit directement dans le texte, l'épisode du texte. Ben là, c'est la même chose. Le récit, l'histoire, c'est un loup. Ce loup, il se trouve avec des lapins et puis il va finir avec des loups. Bon, ok. Mais quelle thématique, quel sens est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Et à partir du sens, des sens, on peut s'interroger sur les réseaux, eux aussi thématiques, dans lesquels on pourra inscrire le texte, les réseaux de texte, voire des réseaux de séquences, ce qu'on appelle le décloisonnement, un terme que vous avez sans doute déjà entendu. Une cloison, qu'est-ce que c'est qu'une cloison? C'est un mur. Et le mur, il sépare deux pièces. Derrière cette cloison, il y a une autre salle. Qu'est-ce qu'on appelle en termes de pédagogie le décloisonnement? Ne me dites pas que c'est la première fois que vous entendez ce mot-là, décloisonnement. Ben, c'est le fait que la polyvalence de l'enseignant et surtout la monovalence au collège et au lycée, c'est-à-dire le fait qu'on est spécialiste d'une matière, fait que les élèves ont des difficultés à comprendre que le cours de maths du collège a une utilité extrêmement directe et précise dans le cours de physique ou de chimie. Il a du mal au primaire, l'élève, à comprendre que quand on fait de la grammaire, ça sera utile en écriture, parce que ce n'est pas la même partie de la journée, ce n'est pas la même thématique, ce n'est pas la même nature d'exercice, et pourtant, la grammaire sera utile dans un autre champ, un autre moment de la semaine, un autre moment de la journée, pour faire autre chose. Donc, au lieu que les disciplines soient cloisonnées, c'est-à-dire qu'elles soient séparées comme avec des murs, le principe, c'est de décloisonner, c'est de montrer qu'une séance d'art plastique peut être tout à fait utile dans une séance de lecture, comme dans une séance d'écriture, comme dans une séance de sciences de la vie et de la terre ou de n'importe quelle autre matière. Pour l'exprimer un peu différemment, quand on
propose un enseignement aux élèves, on va proposer des séquences, c'est-à-dire des suites de séances qui visent un objectif commun. Une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, cinq séances. Imaginons que là, nous soyons dans une séquence de lecture, eh bien, nous allons proposer une lecture et analyse de cet album. Mais il n'empêche qu'à certains moments, cette séquence-là va se télescoper avec une autre séquence qui, elle, par exemple, sera en art plastique. Parce que ma séance 1 d'art plastique, 2 d'art plastique, 3 d'art plastique, eh bien, cette troisième séance pourra faire la liaison avec la quatrième séance de lecture, parce que, eh bien, j'aurai construit mon parcours de sorte que, justement, à un moment donné, les deux disciplines mélangent leurs apports pour amener une information précise. Et de même, la séance 2 ici pourrait très bien être la séance 1 d'une autre séquence, pardon, qui serait par exemple en SVT. Quand nous allons voir par exemple que les animaux vont boire au bord de la mare, on pourrait très bien engager aussi une réflexion en SVT sur l'environnement, sur l'habitat naturel des créatures, sur où vit qui, sur le point de la dimension stratégique de l'eau et du cycle de l'eau. Et donc, je m'appuie sur ce que je lis. Oui, voilà, c'est ça. Au lieu que chaque discipline soit cloisonnée, qu'il y ait un mur entre elles, elles sont décloisonnées. Ce qui implique donc qu'on ne construit pas. Vous voyez, si vous prenez votre matinée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis votre après-midi, 4 heures, 5 heures, 6 heures, en fait, et puis ça sur lundi, mardi, jeudi et vendredi, en fait, vous ne faites pas simplement des suites de séquences qui se superposent, c'est-à-dire, par exemple, qu'on va commencer par une séquence de lecture le matin à 9 heures et mener ça tous les matins de la semaine. Puis ensuite, on va faire une deuxième séquence de mathématiques et on va la suivre tous les matins de la semaine. Et puis on finira par une séquence de SVT et puis pareil l'après-midi. Mais on construit comme un mot croisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les éléments qui seront donnés dans telle séquence seront réutilisés dans telle autre. Et donc la structuration, même si en heures, les heures sont définies, du temps fait que le lundi matin, de 8h40 à 9h30, on fait du lexique, par exemple, eh bien, il n'empêche que les séquences se croisent les unes dans les autres. Et donc la question, c'est celle du sens des thématiques que l'on va trouver dans ce texte qui nous permettront de faire des débordements. Dans vos mémoires, pour ceux qui font des mémoires avec moi ou avec mes collègues plutôt tournés vers les lettres, la première partie, c'est l'analyse thématique du sujet. La deuxième partie, c'est la proposition pédagogique que vous faites. Et la troisième partie, c'est le retour sur l'expérience, mais c'est aussi éventuellement la construction à partir de la séquence que vous avez faite. On va vous proposer une séquence comme ça en 6 séances. Eh bien, faire passer de cette structuration linéaire à une structuration qui serait pluridisciplinaire, comme dit votre camarade, qu'on appelle traditionnellement un décloisonnement. Donc, ma séquence, pardon, mon album, la première question que je me pose, c'est quels sont les enjeux en termes d'apprentissage. Il y aura d'autres enjeux. Hein, je vais progresser lentement sur cet objet. Tous les textes ne s'analysent pas de la même façon. Et ça, c'est très éliminatoire.
en termes de concours. Et à l'oral du concours, on va vous donner un document pédagogique. Et puis on va vous dire, fabriquez-nous une séance à partir de là. Et si vous avez un texte littéraire, la tentation, ce sera de dire, eh bien, un, on va repérer où ça se passe, deux, qui sont les personnages, puis trois, qu'est-ce qui leur arrive. Voilà, puis la séance, elle va articuler en trois temps. Mais en quoi est-ce que cette structuration-là renvoie spécifiquement au document que vous avez sous les yeux? Est-ce que ce document-là, il s'applique particulièrement à analyser les personnages? Est-ce qu'il s'applique particulièrement à analyser le lieu? Est-ce que l'enjeu de ce document-là, c'est d'étudier les personnages ou le lieu? Donc il faut que quand on lit un album, on se demande ce qui fait véritablement la spécificité. Pour prendre un exemple que nous traiterons soit l'année prochaine, soit plus tard, toujours en compréhension, en fonction de comment j'avance sur le reste dans cette fin d'année, si vous étudiez un texte policier, il est assez improbable que vous leur donniez à lire la totalité du texte d'un coup. Pourquoi? Parce que si vous leur donnez à lire la totalité du texte d'un coup, ils auront la résolution de l'énigme. Monsieur Machin, c'est le lapin qui a mangé les carottes. Alors après, une fois qu'ils ont lu ça, c'est difficile de leur dire, bon, alors au début, qui a bien pu commettre le délit? Ils vont vous dire, c'est marqué à la fin, c'est le lapin qui a mangé les carottes. Donc, les textes policiers, il faut trouver un mode de lecture, un mode de transmission, un mode d'étude qui soit adapté à la spécificité de ce texte policier. Et donc là, c'est la question que je pose en fait. Ici, quelles sont les spécificités qui fait qu'on pourrait se dire que j'aurais des séances plutôt tournées vers l'acquisition linguistique, ou j'aurais plutôt des séances qui doivent tourner autour de l'élucidation d'un thème. C'est sur l'égalité filles-garçons, c'est sur la laïcité, c'est sur l'amitié, c'est sur quoi? Quel est le gros problème? Je vous donne un autre exemple. Vous avez un texte comique. Si l'enjeu du texte, c'est de comprendre ce que c'est que le comique, toute la séance que vous devez organiser, c'est évidemment une séance qui va vers l'élucidation de ce qu'est ce comique. Et si le lieu ne participe absolument pas à la notion de comique, ce n'est pas la peine d'étudier le lieu. Si les événements qui s'y passent ne sont pas du tout en relation avec ce comique, ça n'est pas du tout la peine d'étudier les événements. Et une séance, elle élucide un problème. Et elle trouve un support pour régler ce problème. En termes pédagogiques, la séance, elle a un objectif. Et les supports que l'on trouve d'études, c'est les supports les plus adéquats pour atteindre cet objectif. Si dans cet ensemble-là, il y a des pages qui ne correspondent pas à l'objectif que vous êtes fixé, vous les laissez tomber. Passez rapidement dessus. Après, ils vont boire à la barre. Bon, alors qu'est-ce qui se passe après? On n'est pas obligé d'étudier de manière linéaire 5 minutes la première page, puis 5 minutes la deuxième, puis 5, puis 5, puis 5. Il y a des éléments sur lesquels il faut s'arrêter parce que justement, ce sont des éléments qui sont structurants. Alors, si je reprends, il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Est-ce que, d'un point de vue linguistique, cette phrase, elle a une particularité qui vous marque plus qu'une autre? Pas de particularité pour cette phrase. Je n'ose pas vous demander si vous avez ramené les pages de l'album et les pages qui vont avec, puisque c'était faisait partie de ma consigne. Mais au cas où la consigne serait lointaine, qui le veut l'album? Il n'a pas. Oh,
un morceau. Qui d'autre? On va l'organiser. Le bâtard. Alors, je vous les donne ensuite. Là, plutôt la dernière image. Comme je vous l'ai dit, donc, texte, l'image principale, la deuxième. Oh, ceux qui ont oublié leur texte. Et encore, il y a ceux qui lèvent la main, mais il y a leurs voisins qui sont contents que quelqu'un leur demande le texte. Parce que c'est la vue du bout. Ça, c'est ce qu'on a déjà étudié lors de notre première séance sur la question de l'album idéal. Alors, on en est. Il manque une image. Donc, vous, la voilà. Non, c'est la alors, est-ce que j'ai encore des images? Quand j'imprimerai une image, donc, il était une fois, donc la partie supérieure, on l'a déjà étudiée, ceux qui ne s'en aperçoivent pas, ceux qui ne le savent pas, c'est que vraiment vous suivez absolument rien à ce cours. Et l'album, il commence ici, texte. La deuxième partie. Donc, il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, sur ce début? Eh bien, il y a quelque chose de très typique d'un type de récit, c'est que ça commence par « il était une fois ». Ah, ben, ça commence par « il était une fois », donc ça veut dire qu'on est dans quel type de texte? On est dans quelque chose qui, oui, mais tous les récits ne commencent pas par « il était une fois ». Si vous prenez dans une librairie et puis vous regardez la liste des romans qui sont sortis cette année, l'année d'avant ou n'importe quand, il n'y en a quand même pas beaucoup qui commencent par « il était une fois ». Par contre, c'est une structure typique du conte. Donc, dès le premier morceau, on sait qu'on se trouve dans un monde qui est un monde particulier, qui est celui du conte, dans lequel il y aura par conséquent des personnages, et ces personnages, ils auront des attitudes qui ne sont pas forcément les attitudes propres aux animaux qu'ils sont. Il y a une humanisation, il y a des relations entre les personnages qui tendent vers les relations humaines et non pas vers simplement les relations d'un prédateur avec, par exemple, des lapins. Et puis, nous avons, alors on peut le mettre dans réseau ou thématique, nous avons apparition d'un premier personnage, et ce premier personnage, c'est le loup, qui est une des stars de la littérature de jeunesse, mais aussi du conte en général. Donc, quand je m'intéresserai à créer un réseau, faites-moi comme ça un peu au débeauté une série de textes avec des loups dedans. Japon rouge, des cochons, quoi d'autre? Dans lequel il faut montrer patte blanche. Le loup et l'agneau, c'est une fable de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est un pauvre agneau qui vient boire, qui vient de naître, qui boit la rivière, et le loup décide de le manger et de trouver des arguments fallacieux
qui est qu'il l'avait embêté avant. Mais comme l'agneau vient de naître, c'est pas lui, et le loup dit, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. En gros, tu payes pour les autres. Fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, nous en avons beaucoup. Hein. C'est un des personnages les plus récurrents des fables de La Fontaine, le loup. Le chien et le loup, par exemple. Donc, celui montré patte blanche, c'est Comte de Grimm, c'est la chèvre et les 7 chevrons. La mère s'en va, la mère chèvre s'en va, elle dit à ses chevrons, vous n'ouvrez que si vous voyez ma petite main blanche, patte blanche sous la porte. Le loup frappe, il ne se passe rien, évidemment, grosse patte poilue noire. Il trempe sa patte dans la farine, la passe en dessous. Les chevreaux croient que c'est leur mère. Ils ouvrent et ils se font dévorer. Quoi d'autre? Qui voulait changer de... Et à chaque fois, il a une histoire différente, qu'il voulait devenir artiste, qu'il voulait faire. Alors, ça, c'est aux éditions Ozu, c'est le loup. Le premier, c'est le loup qui voulait changer de couleur. Chaque jour, il change de couleur, il ne se trouve pas beau. Donc, le premier jour, alors je les donne dans le désordre parce que je ne me rappelle plus de l'ordre, mais il se colle des peaux d'orange sur lui pour s'habiller. Donc, tout le monde, puisqu'il devient orange, tout le monde le prend pour un renard. Il se tricote un pull rouge, tout le monde le prend pour le Père Noël. Il se met dans l'eau froide, il devient tout bleu, il devient malade. Donc il change de couleur et il y a une incidence. C'est un texte qui est très très utilisé dans les écoles, le loup qui voulait changer de couleur, pour une raison simple, c'est qu'il construit la notion de conséquence. Je m'habille en orange, conséquence, on me prend pour un renard. Je me trempe dans l'eau froide, conséquence, je deviens bleu, conséquence, je suis malade. Je me colle des plumes de paon partout, conséquence, on me prend pour une princesse ou quelque chose comme là où c'est la princesse, c'est quand il s'habille en rose avec des pétales de rose. Il devient rose, on le prend pour une princesse. Il se peint en vert, on le prend pour une grenouille. Et vous vous rappelez que dans le langage d'évocation, un des points centraux, c'est la temporalisation, mais c'est aussi la causalité et l'hypothèse. Et donc cet album, il permet sur une double page, je fais, donc il m'arrive. Je fais, donc il m'arrive. Je fais donc. Donc ça permet de construire la causalité. Donc il est très, très, très utilisé. Puis alors après, comme c'est un philo éditorial, il veut être premier, le loup qui veut voyager, le loup qui... Il y en a une collection infernale. Des loups qui mangent des chèvres, encore un ou deux. La chèvre de M. Seguin, Alphonse Daudet. Bon, quand on doit créer un réseau, on se demande, en somme, si le personnage qui est proposé ici, il a une spécificité dans la culture commune. C'est ça aussi qu'on se pose comme question. Je vais vous donner quelques exemples de cela. Avec certains personnages, ont des thématiques particulières. Le loup, il est plutôt prédateur. Ce que l'on va construire, tous les exemples que nous avons ici, sauf celui qui voulait changer de couleur, justement, le loup, c'est celui qui mange les autres. C'est donc un personnage rebutoire, un personnage négatif. Si j'ai un album qui le présente positif, un des enjeux en termes de réseau de texte thématique, c'est justement montrer que dans ce cas-là, le loup n'est pas négatif. Oui, pardon. Le loup sentimental, il y en a encore un autre l'album qui s'appelle La vérité sur le loup. Le loup est en prison et il raconte l'histoire des 3 petits cochons de son point de vue. Qu'il était tranquille chez lui, qu'il est persécuté par les cochons, que les cochons, c'est des petits voyous, etc. Bon. Il y a effectivement tout un ensemble de textes on va dire, réhabilitation du loup. Et d'ailleurs, ça donne
une forme de programmation dans l'éducation nationale sur ce type de personnage, ou sur le conte en général, on distingue les 3 cycles. C'est-à-dire le cycle 1, ce sera en quelque sorte les albums qui sont avec la caractéristique essentielle. Donc les cochons seront gentils, seront des petits garçons, ils obéiront à leur mère, ils seront bien gentils. Bon, la chèvre sera mignonne, elle sera, bon, etc. Puis nous, il sera méchant. Donc cycle 1, on construit en quelque sorte la règle générale. Cycle 2, on diversifie la règle générale. On montre qu'on ne mange pas que des chèvres, on mange aussi des cochons, on mange aussi des boutons, on mange. Et cycle 3, on passe la représentation. Ça s'exprime dans l'accompagnement des programmes par cycle 1, on construit la représentation, cycle 2, on enrichit la représentation, cycle 3, on étudie les contes divergents. Divergents, ça veut dire qu'ils partent dans une autre direction. Si vous avez un personnage de loup qui est très très inhabituel, il faut penser que c'est quand on aura d'abord constitué le loup méchant qu'on étudiera le loup non méchant. Alors ça c'est théorique parce qu'on a des albums qui sont consacrés au cycle 1 déjà, qui présentent le personnage de manière un peu ambiguë. Plus ou moins bien, plus ou moins méchant, voire positif, comme le loup qui changeait de couleur. Mais théoriquement, dans la construction d'une culture commune, vous voyez la règle, l'enrichissement de la règle, les exceptions à la règle. Voilà, c'est aussi le programme de travail, hein, je suis vraiment d'accord. La sorcière méchante, différentes manifestations de la sorcière, la vieille sorcière, la jeune sorcière, la moche sorcière, la belle sorcière, ma mère, enfin bon, etc. Et puis ensuite, eh bien, la sorcière gentille, la sorcière qui aide. Hein, d'abord, on sait les Gretel, il y a un sac que je te mets dans le four, te croquer, et puis ensuite, des versions positives. Donc, dans cette première phrase, j'ai une interrogation, enfin, j'ai la manifestation que je suis dans un monde qui n'est pas le monde réel. Donc, ça, est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que j'en ai besoin pour la suite? De Il était une fois, nous sommes dans un monde spécifique et nous avons un loup qui peut s'inscrire dans tout un réseau thématique. Si je regardais aussi ce que l'on trouve stricto sensu dans cette phrase, il était qui ne savait. Bon, je pourrais m'intéresser, comme dans tous les récits, à l'architecture des temps du récit, c'est-à-dire l'alternance de l'imparfait et du passé simple, l'alternance de l'imparfait et du passé composé. Mais oui, c'est un petit peu limité d'étudier une œuvre juste sur sa dimension syntaxique. Oui, c'est comme si je vous disais, nous allons lire Les Misérables de Victor Hugo, 1500 pages, et dans ce livre, nous allons étudier les pronoms personnels. Pas sûr que Victor Hugo ait vraiment écrit 1500 pages de Misérables pour qu'on analyse les pronoms personnels. Non, c'est une sorte d'analyse ponctuelle qui participe à l'enseignement, mais qui n'est pas le sujet central. Donc ici, il était une fois un jeune loup. Il y a des vieux loups, il y a des gros loups, il y a des petits loups. Bon, ben là, il est jeune loup. Quel intérêt ça qu'il soit jeune loup? Ça, on pourrait s'intéresser à la structure du fait qu'il y a un adjectif avant ou après, en l'occurrence en fonction du sens de l'adjectif, mais qu'il ne savait pas qu'il était un loup. Il ne savait, oui. Voilà. C'est un loup qui n'a pas le métier, parce que comme il est tout neuf, il n'a pas le métier des jeunes loups. Ce n'est pas le vieux loup Rabelais qui sait tout sur tout, comme on aura le vieux lapin plein de sagesse. Non, c'est le jeune loup. Et le jeune loup, eh bien, il a une forme de problème dans cette première phrase. Mais avant de regarder ce problème, immédiatement, moi, il y a un texte auquel ça me fait penser dans les réseaux des textes. Il y a un texte dans lequel le héros
ne sait pas qu'il est ce qu'il est. Alors, si je vous dis quelle créature c'est, vous saurez tout de suite. C'est un personnage qui est très vilain. Il est petit et vilain. Il est même vilain et petit. Toujours pas. Le vilain petit canard. Yes! Le vilain petit canard. Oui, le vilain petit canard, ça parle de quoi? C'est le conte des frères Grimm. Eh bien, dans un peut-être pas troupeau, ça, comment on pourrait appeler ça, un groupe de canards. Dans un groupe de canards, il y en a un qui est vilain, qui est petit et qui est vilain. Évidemment, tout le monde se moque de lui parce qu'il est petit et il est vilain. Et ce vilain petit canard, en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un cygne. Et à la fin, il rencontre un vieux cygne qui lui dit, mais tu es en but au rejet de tous les autres, non pas parce que tu es un vilain canard, mais parce que tu es en fait une autre espèce. Tu es un cygne. Et par chez les cygnes, et il est intégré dans la communauté des cygnes. Et donc, évidemment, vous avez, puisque je vous ai dit le texte, vous voyez qu'ici, on a une structure où il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, et puis qui finit, il est extrémiste, par être à sa place. Mais pour être à sa place, eh bien, il faut transiter de coup. Alors, on va faire un peu un petit écart pour vous fortifier théoriquement sur les questions d'interprétation. Je vous avais dit lors d'un cours antérieur que dans l'étude des textes littéraires, il y avait un axe qui était le structuralisme. Vous vous rappelez, c'est ceux qui étudient comment les textes s'organisent, comment ils sont construits, comment ils sont élaborés. Parmi les très grands structuralistes des débuts du XXe siècle, il y a Vladimir Prop, avec 3 P, P-R-O-2-P, Vladimir Prop, qui a écrit un texte qui s'appelle Morphologie, c'est-à-dire forme, morphologie du conte. Morphologie du conte. Impossible d'étudier la littérature de jeunesse sans regarder à un moment donné cette morphologie du conte. Il explique que dans n'importe quel conte, comme les contes sont d'abord des objets véhiculés à l'oral, pour la facilité de la narration, on a très souvent des structures qui sont répétées à l'intérieur d'un conte, mais aussi des structures communes à l'ensemble des contes. Il étudie tous les contes russes. On est en 1922, donc c'était il y a un siècle, et il montre comment il y a des fonctions différentes qui interviennent. Vous avez dit en particulier que c'est lui qui détermine ce qu'on appelle le schéma actantiel, c'est-à-dire le héros a contre lui un opposant, avec lui des adjuvants, des aides, il a quelqu'un qui lui donne une mission, et puis il a un objet qu'il recherche. 5 fonctions, et les personnages se répartissent en 5 fonctions. Fantine demande à Jean Valjean de s'occuper de Cosette. Il a avec lui tout un ensemble de personnages, des bonnes sœurs, un vieux jardinier, par la suite le jeune Marius, et il a contre lui Javert, la police, le système judiciaire de son temps. Et ça marche pour à peu près tout. Je suis un personnage, j'ai quelqu'un qui me demande une mission, qui vise à accomplir une tâche, j'ai des opposants, j'ai des adjuvants. Bon, après, je vous en ai parlé de ça. Hein. Bon. Il y a un autre grand formaliste qui est mort il y a 20 ans maintenant, 25 ans, donc ça Vladimir Prop, qui s'appelle Yuri Lotman, c'est aussi un russe. C'est plutôt un truc de structuraliste, c'est d'abord plutôt le champ de la critique russe. Yuri Lotman, qui a écrit un livre qui s'appelle Structure du récit, et ce qu'il a montré, Yuri Lotman, c'est que dans un récit, très souvent, le sujet central du récit, c'est le fait qu'un personnage qui appartient à une catégorie va transiter vers une autre catégorie. C'est-à-dire que le texte, il va définir finalement 2 ensembles.
Ça peut être le bien, le mal. Ça peut être les riches, les pauvres. Ça peut être les paysans, les nobles. Ça peut être les provinciaux, les parisiens, n'importe quoi. Mais le monde qui est décrit, il est structuré en deux temps. Et le sujet central d'une œuvre, c'est le fait qu'un individu qui était dans un groupe va transiter vers un autre groupe. Par exemple, Jean Valjean, dont je parlais tout à l'heure dans Les Misérables, qui est bagnard, qui appartient à une classe de réprouvés, qui appartient à une catégorie qui est la pauvreté, mais qui est aussi rejetée par l'ensemble de la population, eh bien, il va s'intégrer dans un autre groupe qui est celui de la bourgeoisie, parce qu'il va devenir maire, parce qu'il va devenir chef d'entreprise, puis devoir prendre la fuite. Il retourne dans son groupe d'origine, il se cache en tant que, je réponds à votre question, il se cache sous le pot d'un jardinier avant de retourner à la fin du roman dans la catégorie des bourgeois vieillissants, mais avec une grande fortune. Le personnage, il est dans un ensemble, il va dans un autre. Parfois, il y a tentation de le remettre de l'autre, mais il progresse. Dites-moi. Non, ça peut être déchéance, ça peut être une déchéance. On peut trouver des personnages qui commencent dans un ensemble qui est plutôt valorisant, et puis qui se retrouvent dans un ensemble qui ne l'est pas. Madame Bovary de Flaubert, par exemple, la jeune Emma Bovary, elle commence dans la bourgeoisie, elle commence comme femme mariée, elle commence par femme qui appartient au réseau de la bourgeoisie de Normandie. Bon, elle appartient dans une catégorie plutôt positive pour le siècle. Et puis, parce qu'elle prend des amants, parce qu'elle s'ennuie, parce que, eh bien, elle se retrouve dans la catégorie des femmes pauvres. Elle est ruinée, elle a acheté tout un tas de choses par crédit, et puis surtout des femmes réprouvées. La morale publique réprouve sa conduite qui n'est pas digne. Donc, il y a déchéance. Le Rouge et le Noir de Stendhal qui se passe en Franche-Comté, donc vous avez déjà dû entendre, voir. Nous avons un jeune homme qui habite dans le Jura, pauvre, et son objectif, c'est d'intégrer, soit par le rouge, c'est-à-dire l'uniforme rouge de l'armée, soit par le noir, la soutane, soit par la religion, soit par l'armée, la haute société. Tente de s'intégrer dans ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire la haute société, intégrer un autre groupe. Et en l'occurrence, il échoue. Il échoue. Fini guillotiné. Forme d'échec tout de même. Si je prends Dark Vador, eh bien, il commence par jeune Jedi plein d'espérance et il finit par gros salopard. Bon, donc il y a dans n'importe quelle œuvre, il y a transition d'un ensemble à un autre. Le personnage appartient à un milieu et son histoire, c'est la tentative de s'extraire de ce milieu, mais ça peut être spirituel, ce n'est pas simplement du matériel. Rastignac, dans le Père Goriot de Balzac, il commence pauvre, provincial, mais noble et honnête, et arrivant à Paris, il va devenir parisien, riche, fini ministre, mais corrompu jusqu'à l'os. Il trafique, il vend trafic d'influence, il vend sa voix à qui il achète. Jeune provincial pauvre mais honnête, ministre corrompu, parisien et riche. On passe d'un ensemble à un autre. Donc, à avoir en tête aussi, c'est que très souvent, nous avons ce genre de structuration dans les récits, l'idée qu'on construit un groupe au début, et puis que le personnage va essayer de s'approcher d'un autre à la fin. Ainsi, le vilain petit canard, il appartient au groupe des canards. Et puis, il s'aperçoit qu'il n'est pas naturellement naturel dans ce groupe de canards. Donc, il va transiter vers le groupe des cygnes. Quand on étudie le vilain petit canard, en général, on l'accompagne d'une adaptation en bande dessinée de Gottlieb. C'est un dessinateur qui est mort il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, Marcel Gottlieb, qui est l'auteur d'une série qui s'appelle Rubrique à braque. Rubrique à braque, c'est des bandes dessinées humoristiques.
Et ça reprend donc, cette bande dessinée humoristique, c'est tout tôt. Souvent, il reprend des histoires ou des contes, et en fait, c'est très marqué par l'absurde. C'est-à-dire que le vilain petit canard est rejeté par tout le monde, et après, il devient un cygne. Mais il devient un cygne très moche. Donc, ça devient un vilain grand cygne. Donc, il y a un renversement de l'histoire, permet de montrer aux élèves que, comme je disais tout à l'heure, il y a l'histoire, mais aussi il y a une variation sur l'histoire. Ici, nous avons typiquement ce genre de situation de ensemble 1, ensemble 2, puisque je suis un loup parmi les animaux positifs, en quelque sorte. Je suis un jeune loup, je suis un apprenti loup, je ne sais pas ce que c'est qu'un loup, donc j'appartiens aux animaux de la forêt. Et puis, je vais transiter vers un autre groupe, qui est mon groupe naturel d'origine. Je suis un prédateur parmi les prédateurs. Au début, je regarde voler les mouches, et dernière phrase, j'ai plus le temps de regarder voler les mouches. J'étais dans le groupe 1, je suis passé dans le groupe 2. Ce qui m'amène à une autre. Vous voyez que j'en fais des commentaires sur une phrase. Hein. Ce qui m'amène, rassurez-vous, je ne vais pas passer 1 heure par phrase, parce que sinon on finirait ça fin mai. Plus qu'il y a 15 phrases. Bon, ce qui est intéressant dans cet album ici, donc je m'intéresse à quelles sont ses particularités, eh bien, c'est que si je prends la structuration théorique qu'on devrait observer sur un loup, on a un loup méchant. Ensuite, donc ça c'est plutôt cycle 1. Cycle 2, diversification. Autrement dit, il mange des chèvres, il mange des grenouilles, il mange des cochons, il mange. Et puis en cycle 3, renversement en quelque sorte, le loup gentil. Et qu'est-ce que j'ai dans ce conte-là? Eh bien, j'ai le passage de loup gentil à renversement, loup qui devient méchant. Mais j'ai une situation de départ où le loup est gentil et une situation d'arrivée où le loup est méchant. J'ai donc en quelque sorte, donc je suis plutôt effectivement en cycle 3, parce que j'ai une caractéristique du loup qui est discordante, qui est inhabituelle. Le loup n'est pas le prédateur, mais j'ai fini quand même sur le principe qu'il est méchant. Dans l'album dont je parlais tout à l'heure, qui était le loup en prison qui essaie de justifier que ce n'est pas lui le méchant, mais c'est les cochons. Plus on lit l'album, plus on s'aperçoit quand même qu'il a un peu les dents baladeuses et qu'il ne faut pas trop approcher près si on ne veut pas se prendre un coup de dent. Donc il est tout de même inattendu, enfin, il est tout de même méchant et qui mérite d'être en prison. On a un autre album que vous avez peut-être vu passer ou que vous verrez passer quand vous serez en stage l'année prochaine, parce qu'il est très commun, c'est la lettre à la petite souris. Vous savez que ça fait partie des légendes. Les dents qui tombent donnent lieu à une petite souris qui remplace la dent par quelque chose d'autre. Les parents, ils aiment bien conserver la dent de leurs enfants. Ça vous arrivera aussi. Vous aurez une boîte avec les dents de vos enfants dedans. Bon. D'ailleurs, un dessin animé qui parle de cela, une souris, oui. Non, c'est pas celui dont je parlais, celui-là je ne le connais pas, mais c'est une souris c'est une famille de souris c'est un monde de souris souterrains dont la grande fonction c'est de collecter les dents des ours qui vivent en surface. C'est Ernest et Célestine. Vous n'avez pas vu ce dessin animé Ernest et Célestine? Ça vaut le coup, c'est vraiment ça fait partie des dessins animés de qualité. Et donc cette lettre à la petite souris, c'est le chat. Le chat qui a entendu parler de cette histoire-là. Donc il écrit à la petite souris pour lui dire j'ai perdu une dent, viens la chercher. Et la souris, elle hésite, parce qu'elle se dit, bon, ma mission, c'est de collecter des dents, mais quand même, c'est un chat. Et c'est un album dans lequel le chat écrit, alors il a une affreuse écriture, il y a des taches d'encre partout, il ne sait pas bien écrire,
La petite souris, elle a une très belle écriture. Puis bon, évidemment, c'est un piège. Il essaie de la tirer pour la manger. Il y a tout un ensemble de ruses d'un côté ou de l'autre. Donc, situation initiale, oui, le chat mange la souris, chat prédateur, souris victime, mais on a une situation initiale où le chat écrit à la souris pour la rencontrer, donc chat positif, souris positive, et puis petit à petit, la vraie nature du chat se révèle. Chat négatif, donc il passe de gentil à négatif. Raison possible, donc, le petit canard, le vilain petit canard. Mais, et ce sera le dernier commentaire que je ferai, donc raison possible, vilain petit canard, décloisonnement, SVT, c'est quoi-t-il donc un loup? Un canidé qui a des particularités parmi les autres, mais pour sur les loups. Sur les thématiques, un loup prédateur, mais aussi une autre information. Qu'est-ce que ça signifie que le loup ne savait pas qu'il était un loup? Qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il ne sait pas qu'il était un loup. Vous voyez, par exemple, si l'un d'entre vous me dit qu'il ne sait pas qu'il est un garçon, ou si une fille me dit qu'elle ne sait pas qu'elle est une fille, j'en déduis que ça signifie que la notion de genre, garçon-fille, c'est quelque chose qui est construit et que, avant que ce soit construit, on peut ne pas le savoir. Donc, il n'y a pas des garçons, des filles, il y a des individus, et qu'ils construisent dans le cours de leur vie, qu'ils sont dans un groupe ou pas, ou qu'ils sont dans un autre groupe ou pas. Voilà. Si vous me dites, je ne sais pas que je suis un garçon, je ne sais pas que je suis une fille, j'en déduis que c'est quelque chose qui se construit et qui n'est pas un naturel. Et là, on a un loup, donc c'est un loup, mais il ne sait pas qu'il est un loup. C'est une question sur la nature, ou si vous préférez, sur la différence entre l'acquis et l'inverse de l'acquis. L'inverse de l'acquis, c'est l'inné. L'acquis est l'inné. Il y a des choses qui sont innées, c'est-à-dire qui sont naturelles, qui sont structurelles. Et puis il y a des choses qui sont acquises. C'est-à-dire que c'est avec l'expérience du monde que vous avez que vous pourrez savoir ceci ou cela. Je vous donne un exemple qui est contemporain, c'est sur l'introduction des chats en Australie. Vous savez que l'Australie a eu des problèmes avec les lapins pendant tout le 19e et 20e siècle. On a introduit une espèce invasive en Australie qui n'était pas locale, qui était les lapins. Ça se reproduit à une vitesse phénoménale, donc des lapins, des lapins, des lapins, et puis ça mange, et ça détruit, ça creuse. Donc l'Australie, pendant très longtemps, elle a eu un problème avec les lapins. Et de nos jours, elle a un problème avec une autre espèce qui a été introduite au 19e siècle, qui est les chats. Et pourquoi? C'est parce que les chats n'appartiennent pas au milieu naturel de l'Australie. Ce qui fait que les autres espèces ne savent pas ce qu'elles sont. Et les autres espèces, comme toute espèce vivante, sont curieuses. Et les chats sont responsables de l'extinction d'une 60aine d'espèces par an en Australie. Et en gros, les souris, elles ne savent pas ce que c'est qu'un chat, donc elles s'approchent pour voir ce que c'est. Sauf que le chat, lui, il sait ce que c'est qu'une souris. Donc, il les bouffe. Il y a force de les bouffer, mais il n'a plus. Et puis, etc. Donc, les chats sont en train de ravager l'écosystème australien parce que, justement, il n'est pas inné chez les animaux australiens que le chat est un prédateur. Pour que ça devienne acquis, il faut qu'ils en aient l'expérience, mais une fois qu'ils en ont l'expérience, ils sont morts. Donc, ça ne marche pas. Donc là, on a un problème philosophique. Et donc, ça nous donne de l'éducation morale et civique de l'EMC. Qu'est-ce que c'est qu'être un loup? Est-ce que le loup, il est volontairement méchant? Ou est-ce que le loup, au contraire, il est naturellement méchant?
S'il est volontairement méchant, c'est qu'il décide d'être méchant. C'est de l'acquis. Il y a plusieurs possibilités. Ben moi, je serais méchant. Tiens. Ou s'il est naturellement méchant, ça veut dire que n'importe quel loup qu'on trouvera n'importe où, il sera de toute façon méchant. Et c'est important ça parce que ça sera une des grandes thématiques de toute la première partie. Et là aussi, alors de ce point de vue-là, il y a un texte qui émerge, qui est un conte africain, c'est le scorpion et la tortue. Le scorpion et la tortue. Est-ce que quelqu'un peut me raconter le scorpion et la tortue? Alors, le livre et la tortue, c'est une histoire de course, effectivement. Mais là, c'est le scorpion. C'est un scorpion qui est devant un fleuve et qui veut traverser. Et évidemment, ça se fait nager un scorpion. Et une tortue passe par là et il dit à la tortue, bah, monte sur mon dos, fais-moi monter sur ton dos, puis fais-moi traverser. La tortue, elle a de l'acquis. Peut-être qu'elle a de l'idée, mais disons qu'elle a de l'acquis. Elle sait très bien que faut pas s'approcher d'un scorpion parce que ça pique. Donc la tortue lui dit, bah non, évidemment que tu ne vas pas monter sur mon dos, parce que tu vas me piquer, et puis bah, je vais mourir. Le scorpion lui dit, non, je ne vais pas du tout te piquer, puisque j'ai besoin de toi pour traverser. Tractation, le scorpion monte sur la carapace de la tortue, il traverse le fleuve, et en plein milieu du fleuve, le scorpion pique la tortue. Donc la tortue coule, le scorpion coule au bec, puis la tortue lui dit, bah voilà, nous sommes morts tous les deux. Et le scorpion répond, oui, mais c'était dans ma nature. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que malgré tous les environnements, malgré toutes les situations, malgré toutes les circonstances qu'on pourrait construire, le mal reste le mal, le bien reste le bien. La nature des individus est inchangeable. La nature est inchangeable. Donc, scorpion et scorpion, tortue et scorpion. Le soir, au bord de la mare, il y avait comme de l'inquiétude dans non, j'ai encore supprimé un bout, excusez-moi. Donc, il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était loup. Il aimait voir voler les mouches et les papillons et s'entendait très bien avec les animaux des champs et des bois. Donc, une situation où on a une catégorie animaux et le loup est là-dedans. Voilà. Le loup coïncide avec son environnement. Le loup est un gentil parmi les gentils. Le loup est un animal parmi les animaux et ils s'entendent très bien les uns avec les autres. Ils sont amis, d'où la couverture où on le voit qui regarde les mouches voler, qui sourit, qui est tranquille, qui est couché. Et voilà, c'est le loup paisible, le loup amical, le loup gentil. Mais le loup grandissait, ses compagnons commençaient à le regarder d'un drôle d'œil. Le soir, au bord de la mare, il y avait comme de l'inquiétude dans l'air. Donc, image numéro 2, le loup grandissait, il y a de l'inquiétude. Et là, il y a un grand non-dit. Ça me mène sur, on a un enjeu d'apprentissage, mais on a des enjeux qui sont des enjeux de compréhension. Parmi ces enjeux de compréhension, il y a des éléments qui sont identiques. Il y a le vocabulaire, par exemple. Vocabulaire. Il y a des mots incompréhensibles. Des mots incompréhensibles. Des mots incompréhensibles, il faudra. Soit on peut comprendre dans le contexte et puis on ne s'appesantit pas dessus. Soit au contraire, il faut analyser ces mots. Il y a des enjeux qui sont des enjeux de structure de phrases. Oui, de même qu'il y a des enjeux d'apprentissage linguistique, je refasse d'ailleurs un petit peu ma présentation, compréhension, il y a des éléments qui sont linguistiques, et dans ces éléments linguistiques, du vocabulaire et la structure de phrases, éventuellement, comme j'ai ici, des formes et types. Bon. C'est lié. Ce qui est possiblement à apprendre
se trouve potentiellement en difficulté. Donc, il y a des enjeux linguistiques, qui sont à peu près les mêmes, en termes d'apprentissage. Est-ce que dans ce texte, on va se demander s'il y a des phrases qui, dans leur structure, sont incompréhensibles. Mais il y a aussi des enjeux de compréhension qui sont tout ce que j'appelais la dernière fois ce qui est induit, ce qui est non dit, ce qu'on appelle généralement l'implicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas exprimé de manière claire. Et là, on a un implicite. Vous vous rappelez mon exemple de l'implicite, c'est quand je dis il arrête sa voiture, il prend un bain, ben, on suppose que la baignoire n'est pas dans la voiture. Un adulte normalement constitué comprendra qu'il est sorti de sa voiture, qu'il est entré chez lui, qu'il s'est déshabillé, qu'il a fait couler l'eau, il s'est déshabillé, puis il s'est plongé dans la baignoire. Il y a tout un ensemble de scènes qui n'est pas décrit. Et là, dans cette phrase-là, il y a un grand implicite. Le loup grandissait, ses compagnons commençaient à le regarder d'un drôle d'air, il y avait de l'inquiétude dans l'air. L'implicite, c'est pourquoi les autres animaux le regardent avec méfiance. Ce n'est pas dit. Ce qui est dit, c'est que le loup grandissait. Il passe de jeune loup à grand loup. Mais c'est quoi l'implicite? Voilà, mais alors l'implicite, il se trouve, enfin, cette explication, cette méfiance, elle est construite par quoi? Est-ce qu'elle est construite par le loup? Est-ce que c'est le loup qui... Voilà, c'est ça l'implicite, c'est que le loup, lui, bien qu'il grandisse, il ne change pas. Il est toujours jeune loup qui regarde voler les mouches. Il est toujours jeune loup qui est copain avec les lapins. Il est toujours dans sa sphère. Le loup, il est toujours ici, dans son monde du loup et des animaux. Et en revanche, c'est dans le regard des autres que se construit une représentation négative du loup. Autrement exprimé, là, le loup, il n'est pas moteur du rejet qu'il va connaître. Il n'est pas moteur du rejet. Il n'est pas responsable du rejet. Il est victime du rejet. C'est-à-dire, c'est les autres qui savent ce qu'est un loup. Et lui, il ne le sait pas. Donc, on a une situation où ce n'est pour l'instant pas finalement le loup qui va passer du côté des méchants, mais en grandissant, le loup commençait à donner des coups de pied à ses camarades. En grandissant, le loup commençait à regarder les lapins en se léchant les babines. En grandissant, le loup commençait à griffer les petits lapins. Voilà. Les autres le regardaient de plus en plus méfiants. Et le loup fait une action, il le fait changer de catégorie, donc les autres personnages changent aussi de catégorie. Le loup est en train de devenir loup. C'est une histoire sur le fait qu'on grandit. C'est une histoire sur le fait qu'avec les âges différents de la vie, on a des caractères qui changent. C'est une histoire qui serait une histoire sur l'évolution avec l'âge. Très bien. Mais là, ce n'est pas ça du tout. Là, c'est pas ça du tout. C'est que le loup grandit, mais ça ne change rien pour le loup. C'est les autres qui se mettent à rejeter le loup. Et donc, j'ai une thématique qui était jusqu'à présent celle du loup prédateur, mais qui était en fait le loup gentil. Enfin bref, le loup qui passe de gentil à prédateur, hein, c'est ce que j'expliquais ici. J'ai une thématique, c'est qu'est-ce que c'est qu'être naturellement quelque chose, naturellement ou acquis. J'ai une thématique qui émerge ici, nouvelle, qui est celle du rejet. Et dans ce rejet, la différence entre être rejeté à cause de soi ou être rejeté
à cause des autres. À cause de soi, à cause des autres. Le personnage, il subit un rejet de son groupe, pas du tout parce qu'il a fait des choses. Et en termes scolaires et en termes d'EMC, ça est très important parce que les victimes de harcèlement, les victimes de violence, les victimes de moquerie, elles ont toujours tendance à penser que c'est de leur faute à elles, victimes, si elles subissent la pression extérieure. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas, enfin, à moins qu'on ait quelqu'un qui fasse vraiment des choses très particulières. Mais le vrai principe du rejet, c'est quand c'est les autres qui se construisent en prédateur vis-à-vis de celui qui est victime. Et donc le loup est victime. Il est victime non pas de son action qui a des conséquences, mais il est victime du regard des autres. Donc là, il y a vraiment une grosse thématique en EMC qui émerge dans cet album, qui est qui est cette idée que on n'a pas de nature. La nature, on se la construit. On se construit une place dans la société. Mais cette place de la société, elle doit intégrer aussi le fait que les autres ont un regard sur nous, même s'il est injuste. Donc il y a de l'inquiétude dans l'air. Même le mouton, qui était pourtant son meilleur ami, finit par lui dire d'un air gêné, nous ne pouvons plus nous amuser ensemble. Une thématique là qui pourrait émerger, alors pour que ce soit, ça commence à devenir un peu confus mon tableau, je vais mettre des thématiques ici, c'est la notion de groupe, ou c'est la notion de mouvement de masse. Que quelqu'un qui ne me connaisse pas, même pas, j'ai idiot, mais que ça a une incidence sur les gens qui me connaissent, qui se détachent de moi à cause de ce que disent les autres, ben, c'est un mouvement qui est un mouvement de sociabilisation, de sociabilité. Même les amis du loup, à qui il n'a rien fait, même les amis du loup qui savent qu'il est gentil, finissent par se détacher de lui pour participer au groupe des harceleurs, au groupe des méchants. On va avoir en fait dans cet album la constitution d'un processus de harcèlement, en particulier. Pas que ça, mais ça. Moi, je ne fais rien, je suis gentil avec les autres. Les autres se construisent une représentation de moi. Cette représentation de moi fédère même les gens qui sont avec moi. Donc, je me retrouve isolé. Mouvement de groupe, isolation du personnage central. Un soir, comme le loup approchait de la mare, pardon, tous ceux qui s'y trouvaient, qui l'y trouvaient d'habitude, se sauvèrent en leur criant, nous ne voulons plus boire ici, nous chercherons un autre endroit, rien que pour nous. Donc, avec l'image 3, le rejet est donc constitué. Nous allons, à partir de là, avoir l'intégration du rejet par celui qui en est victime. Si je prends donc en termes de harcèlement, nous avons une situation d'appartenance au groupe. Nous avons un regard extérieur à la victime qui va se constituer. Les autres vont penser de lui que. D'abord, on appartient au groupe. Il y a un regard extérieur qui se fait sur vous. Moi, je suis la victime. À partir de là, il y a isolation par rapport au groupe et
un nouveau mouvement qui va être une justification interne du rejet, ou ce qu'on pourra appeler aussi la culpabilisation de la victime. Culpabilisation, justification interne en soi du rejet, culpabilisation de la victime. Le loup va se dire, si je suis rejeté, pas de la faute à tous ces cons, c'est ma faute à moi. C'est moi qui suis responsable du rejet que je vis. Ça va se traduire par quoi? Par l'image où il se regarde dans la mare. Le loup, image 4, le loup regarda dans la mare et se vit. Évidemment, je ne ressemble pas à un lapin, ni à un mouton, ni à un écureuil. Avec la tête que j'ai, je leur fais peur sans le vouloir et ils me fuient. Et là, on va avoir un autre processus qui va se créer. Et vous voyez, le loup, qui est rejeté, donc qui est victime, cherche une explication, et cette explication, il la trouve en lui. C'est moi qui suis responsable du rejet que je provoque. C'est pour ça que les cas de harcèlement, ils sont extrêmement problématiques. Ils sont extrêmement problématiques parce que les victimes ont tendance à croire que c'est de leur faute s'il se passe ceci ou cela. Or, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Il y a, à un moment donné, la construction d'un regard extérieur qui provoque la construction d'un mouvement extérieur. Donc là, on a un problème très central sur cette notion de harcèlement qui aboutit à un nouveau processus, et ce nouveau processus, c'est celle de la coïncidence avec la représentation négative. La coïncidence avec la représentation négative. Qu'est-ce que j'appelle cela? Eh bien, le loup va se dire, ben oui, c'est de ma faute. Vu la tête que j'ai, c'est normal qu'ils aient peur de moi. Et il va donc coïncider avec cette image négative et dire, ah ben puisque c'est comme ça, eh bien je vais leur donner, moi, des raisons d'avoir peur de moi. Donc ce qui était le rejet inique, injuste, va devenir justifié. En gros, on dit à l'élève, on ne veut pas jouer avec toi parce que tu es méchant, alors que l'élève ne l'est pas. Puis l'élève va intégrer le fait qu'il est méchant, donc il va se mettre à donner des coups de pied à tout le monde. Tout le monde dit, ah, ben, on a bien fait de ne pas jouer avec lui, il nous donne des coups de pied. Mais il y a coïncidence, il y a fusion, si vous préférez, entre l'attitude de la victime et ce qu'on lui reproche. Le loup deviendra méchant parce que c'est l'image qu'on renvoie de lui. Et ça, ça déborde très largement le cas de ce harcèlement parce que c'est un principe sur lequel il faut vraiment très faire attention. C'est le fait que les élèves auront tendance à coïncider avec l'image qu'on leur renvoie d'eux. Les élèves auront tendance à coïncider avec l'image qu'on leur renvoie. Autrement dit, à partir du moment où vous considérez qu'un élève est nul, là, il y a des grandes chances pour que, même s'il ne l'était pas et que c'est une interprétation fallacieuse de votre part, il le devienne. Vous suivez l'actualité, bien sûr, vous êtes pendu comme nous aux déclarations de nos ministres, vous avez vu qu'il y a un grand sujet sur les groupes de niveau, eh bien, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire que si dans le groupe que vous êtes, je dis, allez, je coupe ici, vous êtes le groupe en difficulté, vous le savez bien, donc je vais faire quelque chose, mes coupes qui seront un peu adaptés. Puis vous, ça va, hein, donc vous êtes le groupe des bons, vous allez. Ben, au bout d'un mois, non seulement vous n'aurez plus tellement d'estime de vous, mais vous direz, puisqu'on est nul, hein, c'est pas la peine d'aller au-delà de ce qui nous est demandé. Et donc, dans les faits, vous deviendrez nul. Et créer des groupes de niveau qui pendant 6 mois met les élèves X dans le groupe des faibles,
ne les invite pas à sortir de ce groupe d'effets, mais finalement à se complaire dans ce groupe d'effets. Et donc, c'est le processus qui, ici, est en œuvre. Donc, M. Attal devrait lire l'apprenti loup, ça lui éclairerait sur la pédagogie. Donc, d'abord, j'intègre le fait que je suis méchant, et ensuite, je coïncide avec cette idée que je suis méchant. Il va commencer à leur faire peur. Eh bien, puisque c'est comme ça à partir de maintenant, je vais leur faire peur exprès. Ah, je suis méchant, eh bien voilà, le voilà méchant. Image 5. Alors il se mit à montrer ses crocs et à pousser d'affreux hurlements. Les petits lapins étaient épouvantés et il se trouve, vous voyez, dans ce renversement. Qu'est-ce que ça veut dire la coïncidence? Il se trouve passé de harcelé à harceleur. Il se trouve passé de victime à bourreau. Il était victime, il devient bourreau. C'est lui maintenant qui volontairement fait peur au lapin. Donc renversement. Intégration finalement de l'idée que l'on se fait d'eux. Il était victime, il est passé bourreau. Il était harcelé, il est devenu harceleur. Mais cette histoire-là pourrait s'arrêter là. Ce serait une histoire, vous voyez, l'enjeu, ce serait un enjeu de compréhension du mécanisme du harcèlement. Donc quelqu'un qui aurait tout ce début-là, ce qu'il devrait construire comme séquence, c'est une séquence qui aurait un objectif de comprendre comment se construit le rejet de l'autre. Comment se construit le rejet de l'autre. Ça, ce serait un sujet important. Mais l'histoire continue. Puis le loup, à son tour, connut une peur terrible. Il tomba dans un trou creusé par des chasseurs. C'était un piège. Le loup va passer de nouveau de bourreau à victime. Il va passer de nouveau de bourreau à victime. Il tombe dans un trou fait par les chasseurs. Il passe de j'effraye à j'ai peur. Versement des sentiments. Et là, nous allons avoir un processus finalement de réintégration. Le loup était passé chez les méchants, il va repasser dans le collectif des animaux. Les animaux de la forêt vinrent voir le prisonnier, ils n'avaient plus peur de lui. Alors sur ce 7, il m'achète, il vint voir, il n'avait plus peur de lui. Comment peut se faire la sortie du statut de méchant ou la sortie du statut de victime? Là, nous avons une méthode qui nous est proposée par l'idée 7, l'image 7. Oui. C'est que par l'histoire intégrée, on peut montrer sa partie méchante, gentille, pardon. Et justement, il veut montrer qu'il est gentil, donc il demande pour jouer avec eux pour essayer de s'intégrer. Alors voilà, ça c'est ce que dit l'histoire. Voilà, mais alors si on élargit, alors la sociabilisation, plus exactement, la connaissance de l'autre. On va le voir. Jusqu'à présent, on le rejetait. Ils prennent la fuite quand ils te voient. Ils ne s'approchent plus, ils lui disent on ne veut plus être avec toi. Et puis alors, comment se fait la réintégration? Ben, on va le voir, puis on constate que c'est une pauvre bête comme les autres pauvres bêtes. Hein, l'élève handicapé, il est élève avant d'être handicapé. L'élève qui met des coups de pied à tout le monde, ben, il est malheureux avant d'être un vilain petit canard. L'élève qui se moque de tous les autres, ben, il faut essayer de voir qu'il il a des problèmes avant de voir qu'il a des rejets. Et donc, cette réintégration, je fais une petite flèche pour que cette réintégration, elle va passer par quoi? Eh bien, elle va passer par la connaissance de l'autre. Connaissance de l'autre. Ce qu'on pourrait appeler aussi, c'est un mot qui est très à la mode ces temps-ci, c'est l'empathie. Empathie, c'est comme c'est le partage des sentiments.
partage des sentiments que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas se contenter de la posture de rejet, il faut faire le pas en direction. Donc, il ne faut pas rejeter instinctivement X ou Y, il faut au contraire aller vers ce X ou Y. On a sur ces sujets-là, d'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont des sujets de mémoire sur ce sujet-là, sur donc celui du rejet et de l'intégration, au contraire. On a beaucoup d'histoires sur des personnages fantastiques sur cette dimension-là. C'est-à-dire que nous sommes une classe, voilà, et je ne vous ai pas dit, mais il y a un nouvel élève qui arrive, et puis le nouvel élève, c'est un fantôme, ou c'est un vampire, ou c'est un ogre, ou c'est une sorcière. Alors, c'est une petite sorcière, elle a un sac à dos, elle a le grand nez comme ça, des verrues partout. Bon, donc tout le monde fait Ah ou bon, rejet. Et puis l'histoire qui est racontée, c'est justement comment, en travaillant sur le regard que l'on a sur cette sorcière, on s'aperçoit qu'elle est comme nous, et donc on l'intègre. Donc ça peut être des situations très claires de handicap, un élève handicapé qui n'est pas comme nous, mais ça peut être aussi le passage par un personnage de fiction qui décrit aux élèves le processus de réintégration dans le groupe de quelqu'un qui est différent. Donc là, on a ça. Hein. Comment réintégrer celui qui était exclu? Comment accepter la différence? Eh bien, le regarder, l'observer. Après une petite épisode, entraide, on va chercher une branche, on met la branche dans le trou, le loup s'en servit pour se hisser dehors, et la parole de sagesse du vieux sage du village, te voilà libre, lui dit un vieux lapin, plein de sagesse. Mais là aussi, là encore, pardon, le texte il pourrait s'arrêter là, mais il va basculer sur autre chose. Il faut maintenant que tu commences ta vraie vie, va rejoindre les tiens au lieu de vouer à nous faire peur. Le loup soupira tristement et s'éloigna dans la clairière. Il chercha longtemps et il va donc trouver de vie. Alors, vous allez réfléchir avec vos camarades, vos voisins directs, et vous allez me dire sur quelle thématique finalement se termine cette histoire, qui est celle donc du petit canard, hein, c'est-à-dire que j'étais là, j'intègre le groupe des cygnes. Que dit le vieux lapin? Le vieux lapin pourrait dire, nous avons effacé l'ardoise, nous ne serons plus tes harceleurs, tu ne seras plus notre harceleur. Tu ne seras plus notre victime, nous ne serons plus ta victime, nous ne serons plus ton bourreau, tu ne seras plus notre bourreau. On pourrait s'arrêter là et on aurait dit, bon, le monde est rétabli, tout va bien, nous sommes tous frères sous le soleil et dans cette mare. Mais ça ne se termine pas là-dessus. Ça se termine sur une autre idée, qui est que donc le loup doit regagner le groupe des loups. Donc qu'est-ce que ça signifie au point de vue de la thématique? Quelle est la dernière thématique qui va être élaborée ici? Donc je vous laisse lire les 3-4 dernières images. Et puis, essayez de me définir avec votre voisin ou voisine en discutant la dernière thématique que nous avons aussi qui se développe.
Alors, sur quoi ça termine finalement cette histoire? Le loup, donc le vieux sage lui dit, tu ne peux pas rester parmi nous. Le loup soupira, s'éloigna, chercha. Il rencontre, quoi donc? Qu'est-ce qu'il rencontre des loups? Mais comment se passe la rencontre avec le loup? Oui, mais qu'est-ce qu'il croit voir? Donc, il se voit lui-même. Et je disais tout à l'heure qu'on était là dans le groupe des animaux, et on passe où? On passe dans le groupe stricto sensu des cygnes, stricto sensu des loups. Et le loup, les autres loups, c'est lui-même. C'est son image, c'est son reflet. Je me vois double, je me vois triple. Donc il intègre véritablement le groupe de ceux qui sont absolument comme lui. Et puis, ben, il s'approcha, oui, tu es un loup, viens avec nous. Puis une dernière phrase. Alors, ce serait quoi la dernière thématique? Oui. Et en gros, il est difficile de sortir de notre groupe pour aller vers un autre parce qu'il y a forcément le rejet, parce qu'on n'est pas pareil. Ben oui, c'est là-dessus que ça se finit sur inné et acquis. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a quand même une nature. Et cette nature doit faire qu'on va, prioritairement, qu'on doit aller, le vieux lapin lui dit, va chez les tiens. On a une nature propre et il faut qu'on aille vivre dans ce milieu de la nature propre, de sa nature propre. Le loup doit rencontrer ceux qui sont exactement comme lui, c'est-à-dire les loups, pour vivre parmi les loups. Et la dernière phrase est extrêmement étrange, enfin, elle n'est pas étrange, elle est extrêmement violente sur cette question-là. Depuis, eh bien, il y avait un jeune loup qui ne savait pas qu'il était un loup. Ben, il sait qu'il est un loup, le même que les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il y a du gros induit, il y a du gros implicite, c'est que depuis, il mange les lapins. Depuis, il chasse comme les autres et il n'a plus le temps de regarder les mouches. Donc ça veut dire qu'il a intégré, on a cru qu'il y avait réunification de la forêt. C'est-à-dire que oui, tu es comme nous, tu es un animal, on t'a sauvé, nous ne sommes plus ton bourreau, tu es. Sauf que là derrière, il y a une nature, et cette nature fait que c'est un prédateur et il le restera. Et donc cette fin, elle est extrêmement problématique du point de vue scolaire, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut vivre en communauté. Ça veut dire que le loup qui a été rejeté, qui n'était pas à sa place ici, eh bien, il doit aller dans le monde des loups. Le handicapé qu'on a eu bien du mal avec son fauteuil roulant à intégrer dans notre cours, ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'il aille vivre au pays des handicapés, avec où ils ont tous un fauteuil, et puis qu'ils soient tous comme ça. Et puis, plus en allant plus loin, celui qui était méchant, eh bien, et puis qu'on a vu, on a appris à le connaître, on a sait qu'il n'était pas méchant en soi, il faut quand même qu'il aille vivre chez les méchants, avec tous les méchants, et qu'il continuera à être méchant et à donner des coups de pied à tout le monde. Il y a une nature humaine qui conditionne la vie en communauté. Il y a une nature qui conditionne, une nature innée, qui conditionne la sociabilisation, l'existence des animaux. Donc ça, ce message-là, en termes de MC, il est très, 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 très problématique. Très problématique parce qu'on ne peut pas dire, que finalement, il y a une nature fille et les filles, elles doivent toutes aller vivre dans leur coin, vivement qu'on crée des écoles avec que des filles d'un côté et que des garçons de l'autre. On ne peut pas dire vivement qu'on crée des écoles avec tous les, et en termes actuels, tous les Français de souche d'un côté, puis tous les Français non de souche de l'autre. On ne peut pas dire, vous voyez, c'est un message sur la fin qui ramène l'idée que le loup, comme le scorpion, est naturellement méchant et qui doit aller vivre chez les méchants. Donc, le message final, vous voyez que ce texte, je vous ai montré qu'on pouvait le couper à plusieurs endroits. Et là, dans la démarche pédagogique qu'on va employer, je n'hésiterai pas à couper la fin. Si les élèves veulent lire la fin et ne pas la comprendre dans toute leur finesse, pas de problème. Mais en tout cas, le dernier message qui ne coïncide pas tout à fait avec notre enseignement, eh bien, ce dernier message, je le supprimerai. Il faut que vous sortiez du texte
Non pas simplement des mots, non pas simplement il y a une couverture, ben, le loup il est jaune, il est rouquin, et puis les lapins ils sont petits, et puis le mouton il est frisé, et puis bon, il faut pas, et puis tiens, ben, il porte un bout de bois. C'est pas l'histoire simplement que devons faire émerger. C'est ce que sont les enjeux en termes de compréhension, et le plus important, c'est tout ce qui est non dit et qui constitue le sens du texte. Donc, je crois que le grand sens central de cet album-là, c'est la notion de harcèlement, ou, pour faire plus largement, la notion de rejet. Par quel processus est-ce qu'un individu se trouve rejeté et par quel processus un individu se trouve réintégré? Et le fait que, in fine, il est de nouveau rejeté à cause de sa nature, ça, j'en parlerai pas. Alors, fabriquons tout d'abord un plan de séquence. Donc, je ferai aussi encore un cours sur un plan sur la description des séances. Et lancer donc notre projecteur. J'ai donc séquence de lecture, compréhension de l'album L'apprenti loup. Ça, c'est ce dont parle. C'est le champ disciplinaire, c'est le support. On souligne les titres dans les dissertations, c'est valable aussi dans les fiches de préparation. Je vais faire un plan de séquence dans lequel je vais essayer de montrer comment je vais découper le texte en tranches pour amener progressivement les différentes informations qui m'intéressent. Donc, quel est mon objectif de séquence? L'objectif de séquence, il dépend du bilan que je veux faire. Dans mon cours, j'aurai des parties qui seront des parties dans ma journée, dans ma semaine. J'aurai des temps qui seront des temps de ce qu'on appelle des lectures offertes. Ces lectures offertes, je lirai gratuitement, en quelque sorte, j'offrirai une lecture à mes élèves. Ça, c'est un type de lecture qui a comme objet de leur construire un imaginaire et une culture commune. Là, je ne suis pas dans une lecture qui est sans conséquence. Je suis dans une lecture où nous allons étudier très précisément des épisodes en regardant comment ils sont construits et ce qu'ils veulent dire et ce qu'il faut comprendre. Donc, je dois me déterminer un objectif central. Donc, il faut vraiment que je fasse ce bilan que j'ai fait ici en me disant, ça parle de quoi cet album-là? Vous voyez, des petits chaperons rouges peuvent parler de toutes sortes de sujets, des versions différentes. Si je prends la version de Perrault, de Charles Perrault, on est là vers 1670 par là, à la fin, le chaperon, il se fait dévorer. Il se fait dévorer. Et une fois qu'il est mangé, eh bien, ça s'arrête là. Arrive la morale. La morale dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un autre cours, qui est à double tranchant. La première, c'est fille, méfiez-vous des hommes. Méfiez-vous des hommes, gâchez des hommes, des prédateurs. Des hommes à figure de loup. Et puis la deuxième, elle est très politique. Si le chaperon, c'est le peuple, le loup, comme dans La Fontaine, c'est l'aristocrate, eh bien c'est aussi, la deuxième morale, c'est peuple, méfie-toi des loups. Nous sommes dans des périodes où la noblesse se révolte contre le roi, ce qu'on appelle la fronde. La noblesse essaie de prendre le pouvoir du roi, limiter le pouvoir du roi. Et La Fontaine, en bon courtisan, fait un texte qui dit, regarde le peuple, tu dois ne pas te mêler de cette affaire-là, tu ne dois pas suivre le loup, tu ne dois pas suivre l'aristocrate, parce que tu finiras toujours dévoré par les aristocrates. Et les morales sont très dépendantes de ce texte-là. À partir du moment où intervient un bûcheron, couvre le ventre du loup, qui sort la grand-mère et le chaperon, ben, il y a un autre message potentiel qui sort. Mon objectif donc de séquence, c'est comprendre le processus
de rejet de l'autre et de harcèlement. Comprendre le processus de rejet de l'autre, de harcèlement. Et donc là, je suis extrêmement précis sur ce que je tire de cette histoire. Je serai en quel cycle? Oui, je suis en cycle 3. Alors pourquoi je suis en cycle 3? Eh bien, pour différentes raisons. La première raison, c'est que j'ai montré que le loup méchant, cycle 1, plein de loups méchants, cycle 2, diversification des caractères du loup, compte divergent, cycle 3. Donc, comme il passe de gentil à méchant, bon, là, cycle 3. Pourquoi encore? Parce que c'est un programme de MC qui est complexe. Et donc, c'est plutôt cycle 3. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est que la langue employée, les mots, la structure de phrase, sont quand même vraiment accessibles. Ça pourrait être aussi du cycle 2 au point de vue de la lecture, voire du cycle grande section 1, grande section de maternelle, si on se contentait de le lire comme ça, sans l'analyser. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots complexes. Les phrases sont certes longues. Pour un cycle 1, ça peut poser problème. Mais vous voyez, si je fais simplement de la lecture offerte, je vais vous raconter une histoire, je peux le lire n'importe quand. Un cycle 1, cycle 2, cycle 3. Si j'attaque la thématique proprement là, je vais en cycle 3. Et je vais donc organiser un ensemble de séances. Et ces séances parce que je suis dans un plan de séance, de séquence, pardon, je vais les organiser avec à chaque fois un objectif, un seul. Une séance a un objectif central qui participe à l'objectif global. Et avec un support. Séance, objectif, support. Ce que je pourrais rajouter, d'ailleurs, et modifier un petit peu, en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des cloisonnements. Que je vais appeler ouverture. Voilà. Ouverture qui me permettra éventuellement d'envisager des continuités dans d'autres séquences. Comprendre le processus de rejet de l'autre et le processus de harcèlement. Ils sont là, hein, les différentes étapes. Donc, j'ai une étape 1 qui est appartenance au groupe. Voilà. 1, objectif, comprendre l'appartenance à un groupe. Peut-être, puisqu'on parle de nous, développer l'idée d'inné et d'acquis. Alors, je couperai où? Dans l'observation et des vignettes et du texte. Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu'il était loup. Il aimait voir voler les mouches et les papillons et s'entendait très bien avec les animaux des champs et des bois. Mais je serai donc sur la couverture, essentiellement, sur le 4e de couverture, éventuellement, que je n'ai pas ici. Donc, support, c'est texte et image 1, à savoir que notre personnage, il appartient totalement, entièrement, au celui des différents animaux de la forêt. Est-ce que
c'est suffisant pour une séance? Est-ce que je ne vais pas mettre 5 minutes à étudier ça, 10 minutes à étudier ça? Est-ce que l'appartenance à un groupe avec une seule image, c'est suffisant? Peut-être qu'il faut ajouter ici directement le fait qu'il y a un rejet. Texte et image 1. Le jeune loup grandissait. Le soir, 2. Parce qu'une séance, ça dure quand même, si on cycle 3, ça dure quand même 45 minutes, 1 heure. Donc, fabriquer juste une seule idée, j'appartiens à un groupe, c'est peut-être un petit peu limité. Donc, il y a l'appartenance au groupe, et puis le premier processus, qui est celui du regard extérieur sur l'individu. Plutôt que rejet, on va le formuler comme ça, regard extérieur. Rejet par regard extérieur. Séance 2, on a exclusion et éventuellement, on va lier ça, exclusion et justification interne. Donc, il y a les images 3, 4, 3, 4 et 5, jusqu'à, avec la tête que j'ai dans 4, je leur fais peur sans le vouloir et ils me fuient. Donc, 3, 4, 5. Il est rejeté même par son ami le lapin. Et puis, il passe de victime à intégration de son idée de victime. Séance 3, ce sera coïncidence avec la représentation des autres. Le loup devient méchant. Et le devient, il est intéressant si on a justement montré la différence en 1 qui était entre inné et acquis. Donc on aura image jusqu'à ce qu'il tourne dans le groupe. Cinq. Non, alors, 4 ici. Cinq. Bien méchant. J'ai l'impression que l'image non, nous ne pouvons pas nous amuser ensemble, le loup qui parle de mouton, elle est mal placée dans ma structure, il faudrait que je la remette un peu plus loin. C'est juste après, elle devrait arriver en 4. 6, non, c'est 4. Le loup devient méchant. 4, processus de réintégration et de réintégration au groupe par la connaissance de l'autre. Donc, c'est tous les épisodes du trou. Et c'est 9. Donc, sur mon processus, le loup appartenait à un groupe, mais il en est rejeté à cause d'un regard extérieur. Et le grand enjeu de compréhension, c'est la cause du regard extérieur. Il est isolé, il va justifier en lui-même ce rejet, culpabilisation, coïncidence donc avec ce regard, et puis
réintégration par la connaissance de l'autre. Et moi, je m'arrêterai là. Voilà, je m'arrêterai là, parce que la séance qui intégrerait la fin, elle montrerait en fait qu'on reste méchant indépendamment du fait qu'on évolue, avec l'âge. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme couverture? Ben, on pourrait faire SVT, justement, l'inné et l'acquis. On pourrait faire en lecture ici, on pourrait faire de vilains petits canards. C'est-à-dire que on est rejeté parce qu'on n'est pas un bon canard. Ici, on pourrait faire EMC, on devrait faire la différence. Qu'est-ce qu'être différente? Quelles sont nos différences? Et puis, il faudrait trouver, éventuellement, des rattachements avec GSVT, G-lecture, GEMC. Il nous faudrait art plastique pour intégrer peut-être cette dimension-là, ou éventuellement musique, art plastique, histoire. Il faudrait trouver des supports ou des appuis qui puissent s'articuler avec la représentation ou avec le processus. Alors, en art plastique, par exemple, on pourrait faire des comparaisons images du loup. Dans 3 ou 4 albums, on pourrait trouver des loups et puis se demander comment ces loups sont représentés. Si vous êtes en cycle 3, dans une période où vous faites la Seconde Guerre mondiale, il y a un support qui est particulièrement intéressant, c'est les 3 petits cochons faits par Walt Disney. Pourquoi? Eh bien, parce que le loup, c'est Hitler. Ils ont uniforme vert avec la croix gammée, etc. Puis les cochons, c'est les Américains. Et il y a donc représentation du loup dans le camp des méchants, et très visiblement, il est méchant parce que c'est Hitler. Il envoie des bombes, des avions sur. On pourrait prendre aussi des images de Tex Avery. Tex Avery, c'est un autre auteur de dessin animé qui a adapté Le Petit Chaperon Rouge au XXe siècle. Le loup, c'est un playboy, il est en smoking, il a une grande bagnole décapotable, et le Petit Chaperon Rouge, elle chante dans un cabaret. Et donc le loup essaie de séduire le chaperon, mais qu'il le trompe, qu'il l'envoie chez la grand-mère. Et la grand-mère, c'est une cougar. Elle est surmaquillée, elle est habillée très très court, elle veut évidemment sauter sur le loup. Les représentations, les images du loup, le fait qu'il coïncide ou pas avec des représentations qu'on se fait du loup. Il y a un autre dessin animé de Walt Disney qui est avant la guerre, qui est beaucoup plus problématique. C'est parce qu'il est extrêmement antisémite, parce que Walt Disney, comme Gerald Ford, Ford, comme tout un ensemble de stars américaines étaient particulièrement peu enclins à accepter l'intégration des Juifs venus d'Europe centrale dans les États-Unis dans les années 20, dans lequel le loup est représenté sous les traits du juif errant, c'est-à-dire il a toutes les caractéristiques qui sont traditionnellement celles que les arts véhiculaient sur le juif apatride. Plus difficile à traiter évidemment avec des élèves. Processus de réintégration par le groupe, donc chez les arts, il me faudrait quelque chose qui relève peut-être de la musique ou peut-être de l'histoire. Musique, soit la thématique, hein, soit l'objectif, soit évidemment la thématique. Le personnage du loup, c'est plus simple parce qu'il est partout.
D'ailleurs, je ne sais pas si, je me rappelle plus si dans le carnaval des animaux de Saint-Saëns, il y a un loup. Je ne sais plus. Il y a un lion, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a un loup? Je ne me rappelle plus. Ouais, on pourrait travailler, par exemple, le carnaval des animaux sur l'idée de la réunification. Et c'est un carnaval dans lequel tous les animaux défilent. Et donc, ils sont tous, indépendamment de leur nature, ils sont tous à l'identique. Ils sont tous ensemble, ils sont tous dans un groupe. Bon, c'est une pièce de musique un peu longue, mais ça peut faire partie d'une séquence d'études du carnaval des animaux en musique. Et à un moment donné, eh bien, quand on étudie le défilé final, on en est sur la réintégration dans le groupe. Mais je me demande comment cet album, je vais pouvoir le découper pour ramener la thématique centrale, l'objectif central qui est le blé. Bon, ben, il est 10 heures, donc nous nous reverrons la semaine prochaine.